Maintenant, bien sûr, il y a eu une évolution, on va y revenir. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. L'empire, le second empire, c'est un empire libéral. C'est l'empire des finances. Ok? On avait l'empire militaire. Maintenant, là, on avait l'empire des finances. Donc, la France a eu pendant un moment le pouvoir, l'empire, la couronne des finances. C'était en France. C'était avec Napoléon III. Maintenant, on plonge, hein? On plonge dans ce que je voudrais vous dire véritablement. Ok? Cet empire financier, cette domination financière de Napoléon III est tombée. Napoléon Ier s'est tombé à Waterloo. Napoléon III est tombé à Sedan. On n'en parle pas beaucoup. Ok? Napoléon III tombe et est même fait prisonnier à Sedan. Par qui? Parce qu'il est en guerre avec une coalition, avec des Prusses. Coalition bismarckienne. En face, il y a le chancelier Otto von Bismarck. En face, il y a le roi de Prusse, Guillaume. Ok? D'ailleurs, ce sont les gars qui vont gérer, quelques années après, le partage de l'Afrique. Ce sont eux qui vont gérer ça. Donc, suivez bien maintenant. L'empire libéral, l'empire des finances de la France, la domination financière de la France tombe à Sedan. Face à qui? Face à ceux, parce que ça se fait en 1870, la fameuse bataille de Sedan, la défaite de Sedan. Ok? 1870. En 71, le 18 janvier 71, le vainqueur de Sedan va se faire sacrer empereur en la galerie des glaces de Versailles. Vous vous rendez compte? Donc il va se faire sacrer empereur en France, à Versailles. Au lieu de se faire sacrer, je ne sais pas, à Berlin ou je ne sais pas, dans un coin. Non, ils vont se faire sacrer en France, à Versailles. Là où c'est marqué au-dessus là-bas à toutes les gloires de France. Et en fait, il va se passer quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez en Europe? Depuis, c'est à ce moment-là où l'empire, le second empire français tombe, qu'émerge l'empire allemand. L'empire allemand émerge suite à la chute de l'empire français. Là où les autres là-bas, anglo-américains, ont récupéré l'aspect, le complexe militaro-industriel, l'empire allemand va récupérer la puissance économique. Aujourd'hui, quelle est la première nation économique en Europe? Bien sûr, avant Covid, actuellement, apparemment, ça part un peu effet yo-yo. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'Allemagne qui est la locomotive de l'Europe. C'est l'Allemagne qui emmène tout le monde en Europe. C'est l'Allemagne qui donne des ordres en Europe. C'est l'Allemagne. Parce que économiquement parlant, financièrement parlant, c'est eux. D'ailleurs, ceux qui font la City de Londres, beaucoup viennent d'Allemagne. Ok? Les gens viennent d'Allemagne et ils sont là-bas. La Belgique, les Léopold, ils viennent d'Allemagne. Vous voyez un peu ça? Donc, mais l'empire
financier, c'est-à-dire la domination financière, la domination économique, le poids économique je parle d'un point de vue spirituel, hein, donc de l'Allemagne provient de la défaite de Napoléon III. Il a été dépouillé de son empire. Vous savez, quand quelqu'un règne, il y a une chose qui va caractériser son règne. Il y a une chose où on dira, on lui a donné l'autorité. Lui, il n'était pas reconnu comme étant un chef de guerre, comme à l'instar de Napoléon Ier. Non. Lui, son empire, les historiens ont eu beaucoup de problèmes avec Napoléon III. Pourquoi? Parce que après lui, la République est revenue, etc., forcément. Et on lui en voulait, lui qui était le premier président de la République, d'avoir ramené les gens. Voilà. Donc, quelque part, face à lui, on n'a pas toujours été correct au niveau de l'inventaire de son règne, de son histoire. Puisqu'on dit toujours les vainqueurs, ce sont ceux qui font l'histoire, ok? Qui vont écrire l'histoire. Donc, Napoléon III, voilà. Mais les faits sont là. La défaite de Sedan va précipiter la France, ok? La défaite de Sedan va élever, exalter l'Allemagne. D'ailleurs, l'effet de transfert là, translatio imperi, vous voyez, ils le font en France, comme pour dire, voilà, nous sommes maintenant la continuité. Le pouvoir désormais est chez nous. Ok? Maintenant, regardez ça. Regardez maintenant un truc qui se passe. Lors du sacre impérial, le fameux sacre dont je vous parle, qui s'est déroulé à Versailles, de Guillaume Ier, le prédicateur, qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas, le prédicateur de la garnison, Monsieur Rogue, beau-frère du ministre de la guerre, a prononcé un discours dans lequel il a fait ressortir que c'est dans ces murs de Versailles, dans ce château de Louis XIV, qu'on avait conçu le plan d'abaisser l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Pourtant, c'est une victoire sur Napoléon III, mais eux, ils citent Louis XIV, qui, lui, pour le coup, était décédé 150 ans plus tôt. D'ailleurs, le chancelier Bismarck, lui, parla des conquêtes injustes de Louis XIV. Qu'est-ce que Louis XIV a à voir là-dedans? Pour les Allemands, la faute est à Louis XIV. C'est pour le punir et renverser son œuvre que l'Allemagne est entrée en guerre. Cette fameuse guerre qui a connu la défaite de la France à Sedan. Maintenant, remettons les choses. On a Clovis, origine. Première grandeur qui prend l'Europe, c'est Charlemagne. De quel empire vont sortir la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, les Pays-Bas. Ok? Donc, il y a maintenant d'un côté le côté allemand et d'un côté le côté français. Ok? L'Est et l'Ouest de l'empire de Charlemagne. L'Est et l'Ouest. L'Est et l'Ouest. À l'Est, l'Allemagne, désormais Allemagne aujourd'hui, et à l'Ouest, la France. Bon. Maintenant, tu as Louis XIV, la gloire, l'éclat, les constructions, etc. Il y a aussi ce côté militaire, les Turenne, tout ça. Bon, les constructions, les Vauban, etc. Donc, il y a vraiment le roi soleil, c'est l'éclat, la grandeur, Versailles, etc. Ok? Bon. Maintenant, autant Napoléon Ier, son règne, il le connecte à Charlemagne, le conquérant, le guerrier. Autant Napoléon III, au travers son empire libéral, au travers les constructions avec le baron Haussmann de Paris et compagnie, tout ça, c'est un peu une tentative, voilà, d'essayer de ramener une gloire de la France à l'instar de ce que l'histoire pouvait dire la gloire à l'époque de Louis XIV. Même si Louis XIV a eu des époques un peu compliquées, à cause du volcan là, tout ça, voilà. Ok? Bon. Et maintenant, vous voyez ici que, plutôt que de dire qu'on vient faire la guerre
à cause de ce que Napoléon Ier nous a fait. On est venu faire la guerre à Napoléon III à cause de ce qui s'est passé avec Napoléon Ier et compagnie, ces guerres en Europe. Que nini. Ils te disent qu'on vient punir Louis XIV. Donc la défaite de Sedan est une punition, est une condamnation sur Louis XIV. Une manière de dire que maintenant, l'Allemagne récupère cette gloire de Louis XIV pour partir avec. Ok. Qui a prononcé quelque part le réquisitoire, si je peux parler ainsi, dans son texte qu'il lisait, en citant Louis XIV, c'est un prédicateur, le prédicateur de la garnison. Que vient faire un prédicateur dans cette histoire? Remettons un peu les choses dans le contexte historique. Je vous ai dit que la France était donc réputée être défenseur de la foi catholique. Alliance avec l'Église. Fils aîné, peut-être même le seul fils de l'Église. Celui sur qui l'Église compte. C'est le premier royaume. Ils ont reçu l'onction, l'huile de la royauté de l'Église au travers l'archevêque de Reims, Rémy. C'est la France. À une époque, il y a Louis XIII qui n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme et compagnie. Apparemment, ils avaient fait le vœu. Le fameux vœu qui est à l'origine de la construction, si je ne me trompe, de Notre-Dame. Que si on lui donne un fils, tout ça, etc. Et il va avoir Louis XIV. Louis XIV va arriver au pouvoir. Et Louis XIV, c'est à son époque, déjà un peu avant, oui, déjà un peu avant, il y avait eu, avec Henri IV, Henri IV qui lui était plutôt huguenot. Les huguenots étaient beaucoup plus, c'était plutôt des protestants, puisqu'il y avait eu la réforme. Ok? Maintenant, vous devez savoir que la réforme avec Martin Luther, je ne sais pas si les gens le savent, Martin Luther, c'était un Allemand. Ok? Martin Luther, c'était un moine allemand qui s'est dressé contre l'Église. Avec ses pratiques, avec les indulgences et compagnie, il avait affiché 95 thèses contre tout ça. L'Église a rejeté, parce que lui à la base ne voulait pas sortir de l'Église, il voulait que les choses changent. Mais l'Église, là on voyait paître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est là que la réforme protestante naît. Et lui, pour le coup, va être soutenu par les princes d'Allemagne du Nord. Et à partir du moment où plusieurs princes d'Allemagne du Nord soutiennent, adoptent la réforme, selon le principe de cuius regio eius religio, c'est-à-dire, je dis cuius regio eius religio, tel prince, telle religion, donc tous, bref, l'Allemagne, quelque part, va devenir protestante. Vont embrasser le luthéranisme, ce courant qui a suivi les enseignements de Martin Luther. Après, il y aura le calvinisme avec Jean Calvin, qui est à l'origine de Genève, donc la Suisse, ok? Voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire, comprendre les courants, les courants par-ci, par-là. Donc, maintenant, vous comprenez donc ici que on a donc dans son coin le champion de France, Louis XIV, et de l'autre coin, l'Allemagne, avec le gars Martin Luther, soutenu par les autres, la réforme. Et le vent de la réforme se répand en Europe. Ok? Ça se répand en Europe. Et la royauté française il va avoir des assassinats, la Saint-Barthélemy et compagnie. C'est-à-dire que ça va partir en sucette en France. Et il va y avoir l'édit de Nantes, avec, si je me trompe bien, Henri IV, si je ne me trompe pas, Henri IV. Henri IV d'ailleurs qui va dire « Paris vaut bien une messe ». Pour prendre le pouvoir, pour régner en France, il fallait qu'il accepte l'héritage catholique. Ok? Donc, il va rééquilibrer la balance, mais il va se faire tuer par Ravaillac et compagnie. Bon. Louis XIII, on préserve voilà, cette paix un peu par rapport à l'édit de Nantes, mais ça va être révoqué, si je ne me trompe pas, par Louis XIV. Je n'ai pas vérifié, donc, mais ça va être révoqué. L'édit de Nantes va être révoqué, et la France va se radicaliser
voilà le terme, va se radicaliser par rapport au catholicisme. Donc, façon de dire que la France, d'abord, un, on la donne à Marie, deux, la France est catholique. C'est pas elle est chrétienne, non, elle est catholique, c'est-à-dire liée à Rome. Et tout ce qui est contre ça, on le rejette de France. Donc, Louis XIV va s'opposer à la réforme. Il y avait ce qu'on appelle les dragonnades. On allait attraper les gens dans les maisons, ceux qui manifestaient une autre foi, etc., etc. C'est là même que des gens ont fui la France, sont allés en Suisse. C'est là. D'autres sont allés en Angleterre. Bref, c'est-à-dire que la France a perdu beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette radicalisation au niveau du roi. Le roi a dit, la réforme ne passera pas en France. C'est la foi catholique. On reste attaché à Rome, à la foi catholique, point. On ne cherche pas à comprendre le reste et compagnie. Voilà, c'est une position que la France a prise à ce moment-là. Position que la France prend. Maintenant, il se passe quelque chose. Dans ce moment-là, Louis XIV va prendre une décision. Que peut-être les gens ne s'intéressent pas. Hein? Il va prendre une décision en 1681. Louis XIV va fermer, va donner l'ordre que l'on ferme l'Académie de Sedan. Dans le cadre de sa politique de répression du protestantisme français. Louis XIV va faire fermer l'Académie de Sedan. C'est quoi cette Académie de Sedan? Entre 1599 et 1602, sur les vœux du prince de Sedan, Henri de la Tour d'Auvergne, une académie protestante est installée à Sedan. Une académie protestante est installée à Sedan, servant avant tout à la formation des pasteurs. C'est une académie pour la formation des pasteurs. Elle est bientôt réputée pour être l'une des meilleures de France. Oui, par rapport à ses voisins, tout ça, par exemple, il y a Saumur, tout ça. Donc, Sedan est réputé être l'une des meilleures de France. Après 80 ans d'existence, elle est devenue un carrefour intellectuel européen. Carrefour intellectuel européen. L'Académie de Sedan. Académie de formation des pasteurs. Académie de formation des leaders protestants, des leaders de la réforme, de ceux qui venaient là pour se faire former afin d'aller pour apporter la parole. Il y avait des enseignements qui étaient donnés là-bas. Il y avait plein de choses qui vraiment s'étaient réputées être quelque chose de fort, de grand, de lourd. Un carrefour intellectuel européen. Elle a été ouverte en 1602. Ok. Qui ferme cela? Qui donne l'ordre d'arrêter cela? C'est Louis XIV.